Les troubles du rythme cardiaque. On va vous parler de cœur aujourd'hui sur Tandem TV et du cœur, on en a. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau le docteur Laurine Cohen-Maman, qui est cardiologue, qui travaille à l'hôpital Irilov de Tel Aviv. Vous avez été diplômé d'Aix-Marseille depuis 2008 et vous travaillez en Israël depuis 2012. Dans le service de cardiologie en spécialité échographie cardiaque. De l'hôpital Irilov, donc qui est l'un des plus grands centres hospitaliers de Tel Aviv. Oui. Et vous voyez que je ne suis pas tout seul ce soir, je suis très bien entouré puisque nous avons le plaisir de retrouver en plateau Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Mickaël, bonjour Laurine. Comment ça va? Tout va bien. Aurore, écoute bien. D'habitude, je lance l'émission en disant « Nous n'avons pas besoin ou plus besoin de le présenter ». Grave erreur. Ce soir, j'ai le plaisir et vraiment l'honneur de présenter à nouveau le docteur Jean-Jacques Erbstein, médecin généraliste à Créange, en Moselle, dans le Grand Est de la France. Bonsoir, docteur Erbstein. On attend la neige. La Bonjour neige. à tous. Demain, il neige, ouais. On va sortir les chiens et le traîneau. Les chiens et le traîneau en Israël, on va dire que ce n'est pas encore la saison. Allez savoir ce qui va se passer en Israël, tout est possible. Nous allons donc parler des troubles du rythme avec vous, docteur Cohen, et avec vous, docteur Erbstein. Alors, très classiquement, je vais commencer par une question. Docteur Erbstein, elle est pour vous. Qu'est-ce qu'un trouble du rythme cardiaque? Alors, je vais déjà présenter mes excuses à la faculté et à tous les éminents cardiologues du monde entier, parce que l'image que je vais vous donner est un peu simpliste, mais c'était un de mes maîtres de cardio qui disait ça, et je trouvais que c'était pas mal. Vous avez tous lu Astérix? Bien sûr. Oui, vous avez tous lu Astérix. Bon, alors vous vous souvenez que dans Astérix, il y a souvent les galères romaines, ou alors vous avez peut-être vu Bénure également, et dans les galères romaines, vous avez un type black, voilà, qui impose un rythme, et vous avez des rameurs qui rament au rythme. Imaginez que la galère, c'est le cœur, et que chaque petit rameur est une cellule cardiaque qui va donc entendre le rythme qu'on impose, et qui va donc faire en sorte que votre cœur batte normalement, en faisant ce poum-ta, poum-ta, poum-ta. Un trouble du rythme, c'est dès lors que les rameurs deviennent sourds. Ils n'entendent plus le rythme qu'on leur impose, et ils font un peu n'importe quoi. Alors après, évidemment, on va parler de tous les types de troubles de rythme qu'on peut rencontrer, mais le plus fréquent et le plus commun, c'est ce qu'on appelle l'arythmie par fibrillation auriculaire, où à ce moment-là, donc comme je vous dis, tous ces rameurs deviennent complètement sourds et font un peu n'importe quoi. Le cœur fonctionne, la galère continue un peu à avancer, mais nettement moins efficace. Alors, on entend souvent parler, docteur Erbstein, d'extrasystole. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, et aux téléspectateurs, ce qu'est une extrasystole, et puis quel est le rapport ou les différences avec les troubles du rythme? Alors, l'extrasystole, c'est quand c'est uniquement un petit groupe de rameurs qui devient sourd, qui fait un peu n'importe quoi. Donc, ça n'a pas une conséquence dramatique au niveau du fonctionnement cardiaque, mais parfois, c'est ressenti un peu bizarrement, et c'est quelque chose d'un peu désagréable auprès du patient, puisqu'il ressent comme un petit battement bizarre au niveau cardiaque. Ça correspond donc à ce petit groupe de rameurs qui devient sourd et qui n'entend plus le rythme qui est imposé par le tam-tam. Voilà. Le tam-tam. Enfin, le tam-tam, les tambours. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Laurine. Oui. Quelle est la différence entre un trouble du rythme cardiaque, donc j'ai l'impression quand tous les rameurs sont sourds, et une arythmie dont vous avez parlé précédemment? Alors, il y a différents types d'arythmies. En fait, on caractérise les troubles du rythme en fonction de s'ils sont ce qu'on appelle auriculaires ou ventriculaires. Auriculaires, ça sera des troubles du rythme qui vont rentrer. Les petits rameurs, en fait, ils sont dans différents endroits du cœur. Ils sont au niveau des oreillettes et des ventricules. Donc, si l'origine de l'arythmie, du trouble du rythme, se situe au niveau des oreillettes cardiaques, ça s'appellera des troubles du rythme auriculaires. Et si ça se situe au niveau des ventricules, ça sera des troubles du rythme ventriculaire. Alors, on va juste rappeler pour nos téléspectateurs, avant que je vous laisse poursuivre, que le cœur est formé de 4 cavités. Oui. 2 cavités supérieures qui sont les oreillettes, les auricules, et puis les deux cavités inférieures qui sont les ventricules. Et donc, les deux types de champs peuvent provoquer des troubles de rythme. Exactement. L'origine de la tachycardie peut être soit auriculaire, soit ventriculaire. Et ensuite, on a aussi dans les troubles du rythme, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les troubles de la conduction avec la bradycardie, et donc les syncopes et la nécessité de mettre des pacemakers. Donc ça veut dire les troubles de la
conduction. Ça veut dire que le sang n'arrive plus dans le cœur. Ça veut dire que le sang est trop lent et qu'il n'y a pas de communication entre ce qu'on appelle les oreillettes et les ventricules. Et donc chacun bat de son côté sans qu'il y ait de communication entre eux. Et ça peut entraîner donc justement des syncopes, des évanouissements et donc la nécessité d'appareiller les patients. Donc il y a deux types de troubles. Il y a ce qu'on appelle les tachycardies où le pouls est au-dessus de 100 et il y a les bradycardies où le pouls est inférieur à 50, 60-50. Le pouls, c'est ce qui sert à mesurer donc le rythme. Les battements du cœur. Où est-ce qu'on peut mesurer le pouls chez un patient ? Tout simplement au poignet, en mesurant au niveau de l'artère radiale, en mesurant et en multipliant en 15 secondes et en multipliant par 4. Et ça nous donne le résultat des battements cardiaques. Donc chaque personne chez soi peut palper son poignet, exactement, sentir. Au niveau du poignet, à l'endroit où on sent en fait les battements de l'artère radiale, on peut mesurer son pouls. En 15 secondes, donc on calcule le nombre de battements et puis on multiplie par 4 et on obtient en fait le nombre de battements par minute. Si c'est supérieur à 100, ça devient une tachycardie. Si c'est inférieur à 50, on va dire c'est une bradycardie. Alors vous nous avez dit qu'il y avait différents types de rythme en fonction de l'origine, si elle est la partie haute du cœur ou la partie basse du cœur. Est-ce qu'il y a d'autres classifications en fonction du trouble lui-même, c'est-à-dire au niveau de la vitesse, Oui, alors bon, là on rentre dans des vrais détails, mais en effet, il y a différentes fibres au niveau du cœur et donc il peut y avoir ce qu'on appelle des tachycardies accessoires, c'est-à-dire que le cœur, le courant électrique passe de l'oreillette au ventricule et par une voie accessoire qui n'est pas la voie normale et donc à ce moment-là on parlera de tachycardie supraventriculaire régulière et donc ça peut monter jusqu'à 220. Les tachycardies irrégulières à type d'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, elle se situe plus ou moins entre 100 et 150. Ensuite, on a les flotteurs qui sont aussi un autre type d'arythmie. À ce moment-là, ceux-là ont un réseau en fait au niveau de l'oreillette qui est à 150 par minute. Donc, en fonction en effet de la fréquence cardiaque, on peut savoir plus ou moins vers quelle tachycardie on se situe. Alors, Aurore me demandait juste avant l'émission. Est-ce qu'il y a un rapport avec le trouble du rythme et les palpitations ? Et c'est une question que nous allons poser au docteur Herbstein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que les palpitations et puis nous faire de nouveau une analogie avec les rameurs ? C'est un tout petit peu c'est généralement un motif de consultation de médecine générale qui est assez fréquent. C'est voilà, j'ai des palpitations. Alors, ça peut être. Alors là, on est un petit peu embêté parce que à l'auscultation, à l'instant T, souvent, on s'aperçoit de rien du tout. On a un cœur qui est parfaitement régulier, donc sans grand problème. Puis quand on interroge les gens, ils te racontent, je sais pas, j'étais au lit, puis j'ai l'impression que le cœur battait d'une manière très irrégulière, ou alors que par un moment, il commençait à s'emballer, puis après, il ralentissait. Alors, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de très angoissant. Même si c'est pas, dans l'écrasante majorité des cas, très grave, disons qu'il n'y a pas un pronostic d'urgence qui est absolument en jeu, néanmoins, c'est une angoisse qui est quand même très mal ressentie par les patients, et il faut les prendre très au sérieux. Parce que si, dans l'écrasante majorité des cas, je vous parle bien en médecine générale, c'est souvent le cas de la jeune fille qui vient nous voir parce qu'elle a des palpitations, l'impression que le cœur s'arrête et repart, ce sont que des extrasystoles. Donc, c'est pas des choses très, très, très graves. D'ailleurs, c'est ce que j'explique un peu à mes patients. Je prends leur âge et je multiplie, en prenant une moyenne de 60 battements par minute, combien de fois leur cœur a battu depuis qu'ils sont nés. C'est un chiffre stratosphérique. Alors, on dit, voilà, avec des milliards de battements, il peut bien faire de temps en temps un petit raté. C'est un peu le cas de l'extrasystole, c'est ce petit raté. Mais ensuite, il faut l'explorer. C'est-à-dire qu'après, il y a des examens à faire de manière à pouvoir s'assurer que derrière ne se cache pas quelque chose de plus ennuyant et qui peut nécessiter un traitement. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont des motifs de consultation que ces fameuses palpitations qui peuvent amener à découvrir un trouble du rythme ? Ouais, alors généralement, quand les gens sont des choses plus sérieuses, qu'on appelle donc la TACFA, quand le cœur est complètement irrégulier, cette arythmie auriculaire, donc à l'étage supérieur du cœur, à ce moment-là, les gens viennent nous voir parce qu'ils sont très essoufflés. C'est le primum movens de la consultation. C'est docteur, voilà, j'ai du mal à respirer, dès que je monte un escalier, je suis essoufflé, ou alors je prends du poids. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs kilos en l'espace de quelques jours, tout simplement parce que votre cœur, quand il bat de manière très irrégulière, on peut revenir à l'image du bateau, à ce moment-là, il n'est pas très efficace. Il fonctionne, c'est-à-dire qu'il assure un petit peu un rythme et une circulation sanguine correcte, mais qui n'est pas de qualité, et à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle des troubles, entre guillemets, hémodynamiques, c'est-à-dire des troubles à l'intérieur du corps, qui provoquent donc cette difficulté à respirer, cette dyspnée, et puis également, après,
quand ça va plus loin, il y a ce qu'on appelle un début d'insuffisance cardiaque et on peut avoir de l'eau qui reste dans les jambes, par exemple. Donc, le message qu'on pourrait faire passer au niveau de la médecine générale, c'est que les essoufflements inhabituels, il faut bien nous consulter assez rapidement. Les palpitations, donc cette impression que le cœur s'arrête, repart ou bat de manière irrégulière, et puis prendre son pouls, effectivement, de manière à s'en assurer, doit vraiment motiver une consultation qui peut ensuite aller chez un cardiologue, bien entendu. Mais alors, quand on arrive à l'étape d'aller voir le cardiologue, quel est le bilan qu'on doit réaliser pour découvrir ou vérifier si c'est une arythmie ou pas? D'accord. Le bilan réalisé, c'est déjà d'authentifier la tachycardie. Donc, comme disait Jean-Jacques, c'est pas sûr qu'on chope la crise au moment où elle arrive. Et donc, souvent, les patients arrivent au cabinet, on fait un électrocardiogramme, et l'électrocardiogramme est normal. Donc, la première étape, c'est quand même de réaliser un électrocardiogramme. Ensuite, si on n'arrive pas à déceler la tachycardie, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un Holter-ECG. C'est une mesure de l'électrocardiogramme sur 24 heures ou 48 heures. Il y a d'autres possibilités de pouvoir réaliser en fait un enregistrement de l'électrocardiogramme sur 3 mois avec des machines. Il y a plusieurs compagnies qui délivrent en fait des appareils qui permettent de mesurer leur pouls. Il y a aussi actuellement, donc il y a l'arrivée de l'Apple Watch, donc les montres connectées qui permettent aussi de mesurer le rythme cardiaque et de pouvoir enregistrer la crise en live en fait, et donc d'appuyer au moment où on ressent la crise. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise une échographie cardiaque pour voir s'il y a une cardiopathie sous-jacente, la cause, qu'est-ce qui pourrait entraîner, en fait, une fibrillation auriculaire ou un trouble du rythme. Et on réalise aussi un test d'effort, une échographie ou un test d'effort qui permet aussi de voir si le déclenchement de la tachycardie ne se fait pas avec un effort. C'est pas dangereux de tester, de pousser les gens à l'effort s'ils ont un problème? On a des défibrillateurs dans les salles d'examen, donc évidemment que il y a un danger, mais c'est peut-être mieux de le détecter en fait chez le cardiologue où il y a les soins nécessaires, plutôt que de faire ça sur la plage, dans la rue. Enfin, c'est clairement l'objectif, c'est justement de détecter dans un endroit où il y a quand même du matériel pour gérer la crise. Vous m'avez intrigué, Dr Cohen-Mammane, quand vous avez parlé de montres intelligentes, on va appeler ça comme ça, qui aujourd'hui permet d'enregistrer le rythme cardiaque, parfois prétend enregistrer, on va dire, un électrocardiogramme. Est-ce que dans la pratique courante, en milieu hospitalier, est-ce que vous travaillez avec ces outils que les gens, les patients peuvent avoir à la maison, à leur portée? Ah oui, complètement. En fait, les patients, il y a un enregistrement de leur électrocardiogramme sur la montre et on a la possibilité de recevoir le tracé en PDF. Et donc, c'est clairement une preuve. Enfin, il y a énormément de patients qui arrivent chez moi en consultation avec leur tracé, leur diagnostic. Puis, en fait, le diagnostic est fait, on peut commencer le traitement. Donc, vous conseillez aux personnes... Clairement, oui. Quel est le profil des patients auxquels vous pourrez éventuellement conseiller ce type de montre intelligente? Les patients, en fait, qui ressentent clairement des symptômes et qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Donc, c'est clairement les patients qui, au moment où ressentent la crise, peuvent enregistrer. Donc, après, il y a aussi les autres patients où c'est important de détecter si leur rythme est ralenti avec les médicaments. Donc, ça peut être aussi un moyen de surveiller aussi le patient. Dans tous les cas, c'est une avancée technologique qui aide clairement au diagnostic et au traitement. Mais on est bien d'accord que même si ça aide, ça ne remplace pas ce qu'on appelle un Holter, donc un enregistrement sur 24 heures ou d'autres types d'examens que vous préconisez. De toute façon, on aura toujours besoin d'électrocardiogramme complet, parce que c'est que 2 dérivations. On a besoin d'un électrocardiogramme avec 12 dérivations pour savoir d'où viennent, s'il y a des extrasystoles, par exemple, d'où elles proviennent. Les électrodes que vous placez sur le corps du patient. Ça nous permet de savoir, parce que un des traitements en fait, des tachycardies, c'est ce qu'on appelle l'ablation. Et donc, ça permet de savoir aussi de quel endroit du cœur ça stimule en fait et d'où vient l'impulsion en fait. C'est les rameurs du docteur Epstein, c'est de savoir quel est le rameur qu'il faut jeter à l'eau, quoi. Exactement, ouais, qu'il faut ablater. Plus sérieusement maintenant, on a expliqué ce que c'était qu'un trouble du rythme, on a expliqué comment le cardiologue, ou d'abord le médecin généraliste et puis le cardiologue allait identifier le trouble en lui-même. Quelles sont les conséquences, docteur, d'un trouble du rythme, quel qu'il soit? Alors, les conséquences, elles sont multiples. Ça dépend aussi de la tachycardie. Les patients en général, comme vous disiez, ils viennent en consultation pour des palpitations, mais ils peuvent venir aussi pour des sensations ou des signes d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un essoufflement à l'effort, une intolérance à l'effort, une fatigue inadaptée à la situation, des œdèmes des membres inférieurs et
une des conséquences de la fibrillation auriculaire, c'est l'accident cérébral. C'est-à-dire que quand dans le cœur, les battements sont irréguliers, il y a une sorte de ralentissement du flux cardiaque qui entraîne la création de caillots sanguins et donc qui peuvent muter, qui peuvent être migrés au niveau du cerveau et entraîner ce qu'on appelle un accident cérébral. Et donc c'est pour ça qu'on veut absolument détecter ces crises de fibrillation auriculaire pour éviter justement l'accident cérébral qui peut être irréversible. Est-ce que quand on découvre donc une arythmie, un trouble cardiaque, est-ce que ça peut être grave au point qu'on puisse en mourir? Alors, évidemment, tout de suite, par étapes. Alors, tout dépend. Les tachycardies ventriculaires, donc qui prennent naissance au niveau des ventricules et qui peuvent entraîner des fibrillations ventriculaires, elles sont en effet dangereuses d'un point de vue hémodynamique. Le patient ne se sent pas bien, sa tension baisse, il peut être en état de choc et oui, on peut en mourir. Les tachycardies supraventriculaires, en général, elles sont moins graves. On est handicapé en fait dans son quotidien, mais on peut continuer à vivre. Donc à court terme, elles sont moins graves, mais il faut les identifier et les traiter. La question que tout le monde peut se poser maintenant, c'est quel type de traitement existe? Est-ce qu'il y a un traitement miracle qui permet de traiter tous les types de troubles du rythme? Est-ce que les traitements spécifiques aux troubles, aux patients? Comment ça fonctionne? Alors, les premiers traitements, en fait, en fonction de la crise, évidemment, on va parler de l'arythmie, parce que c'est quand même ce qui est le plus fréquent. Déjà, c'est de diminuer tout ce qui est excitant, donc d'arrêter le café, l'alcool, prendre du magnésium, essayer de réguler un peu ce qui peut être des éléments déclencheurs de la fibrillation auriculaire, ce qu'on appelle des triggers. Ensuite, il y a différents types de traitements qu'on appelle les traitements anti-arythmiques. On a des 4 classes thérapeutiques, donc on a le choix, en fait, on peut jouer sur un arsenal thérapeutique. Les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques sont les médicaments qu'on préconise en première intention. Et puis, il y a le traitement de la cause, qui est ce qu'on réalise en fait en salle d'intervention. C'est ce qu'on appelle l'ablation, qui peut être une ablation par radiofréquence ou par le froid, par ce qu'on appelle cryoablation. Donc, il y a plusieurs types de traitements. La prise en charge se fait par étapes. Et donc, on commence toujours par un traitement beaucoup moins invasif jusqu'au traitement le plus invasif si le patient est très symptomatique. Invasif, ça veut dire l'opération? C'est-à-dire l'intervention. Ce n'est pas vraiment une opération. Et quand vous dites l'intervention, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va, il y a un petit circuit qui dérange, on le... Oui, alors d'abord on localise où est le circuit défaillant, donc on fait ce qu'on appelle une cartographie, c'est-à-dire que maintenant avec toute la nouvelle technologie, on a la possibilité d'aller et de voir en fait l'électricité au niveau du cœur et on peut savoir où est le point qui déclenche la tachycardie. Et donc on va, et soit avec des cathéters, donc les cathéters c'est des petits tuyaux en fait qu'on monte au niveau du cœur, et donc on a des cathéters d'ablation par radiofréquence ou bien par le froid, ce qu'on appelle cryoablation. On va au niveau du trigger, donc du petit point qui déclenche la crise et on brûle en fait. Docteur Epstein, je voudrais revenir un petit peu vers la médecine générale, donc la médecine préventive. Vous avez entendu un petit peu la liste des moyens pour prévenir une arythmie du docteur Cohen-Maman. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans votre pratique courante au niveau de la prévention, au niveau des conseils que vous pouvez donner à vos patients? Alors, ce qui est marrant, quand je bossais en cardio, on avait les arythmies du lundi. C'est-à-dire, c'est tous les gens qui faisaient la fête le week-end et qui tapaient un peu trop dans l'alcool, et à ce moment-là, ça provoquait des arythmies. Donc déjà, le premier ennemi du cœur, c'est l'alcool. Il faut absolument soit limiter, soit supprimer l'alcool. De toute façon, comme je dis souvent à mes patients, personne n'est mort de ne pas boire d'alcool. Donc, il ne faut pas hésiter à ne pas boire d'alcool. Le tabac, bien entendu, le café, enfin tous les excitants, comme on vient d'en parler, c'est des choses auxquelles on en parle régulièrement. Enfin, de toute façon, dans une consultation, c'est comme des choses qu'on aborde régulièrement. Le tiercé maudit, tabac, alcool, bon, le café moins évidemment, mais le café, les cafés forts, les expressos qui sont un peu à la mode également actuellement, peuvent provoquer quand même des arythmies. Le stress, bien entendu. Le stress peut également provoquer des épisodes d'arythmie. Donc, on essaye un peu de parler de ce genre de choses et surtout de les sensibiliser à la nécessité absolue de venir nous voir en cas d'arythmie, naturellement, du fait du risque d'attaque cérébrale et de les anticoaguler assez rapidement dès lors qu'on a authentifié cette arythmie.
il y a des sujets qui sont assez facilement abordables du point de vue du médecin généraliste ou du patient. Est-ce que les sujets un peu plus tabous, comme par exemple les relations sexuelles, peuvent être un facteur de risque ? Ça dépend de l'activité sexuelle, quoi. Maintenant, c'est toujours le problème qu'on peut rencontrer, c'est le gars qui a à peu près mon âge, le quinquas, entre 50, 60, 70 ans, et qui commence à avoir des petits troubles de l'érection, qui commence à aller chercher du côté du sildenafil ou du tadalafil, ces médicaments pour avoir des érections, et qui ensuite se retrouve une vigueur de 20 ans, et qui à ce moment-là peut aller un peu au-delà de ses capacités avec un gros stress et provoquer également des troubles du rythme. Ça, c'est des choses... quand j'ai bossé avec les pompiers, ça nous a régulièrement arrivé de débarquer chez des gens où malheureusement les choses étaient mal finies pendant un rapport sexuel. Et le pacemaker dans tout ça, ça intervient à quel moment ? Parce que ça a un rapport avec les troubles de rythme. Oui, alors ça a surtout un rapport avec ce qu'on appelle les bradycardies, donc les patients qui font des syncopes, qui tombent dans la rue. Alors, bradycardie, c'est quand le cœur bat est trop lentement. Voilà, exactement. En dessous de 50. En dessous de 50. Voilà, mais bon, il faut qu'il y ait un électrocardiogramme qui soit en faveur justement d'une syncope et de la nécessité de mettre un pacemaker. Et donc en fait, le pacemaker, ça joue le rôle en fait de donner une impulsion électrique si le cœur est justement trop lent. En fait, il prend la place de l'impulsion électrique et donc ça permet de sauver la vie. Une fois qu'on a passé tout ça, qu'on a un patient qui a été diagnostiqué avec un trouble du rythme, qui est pris en charge, qui a un traitement soit par ablation, qui a eu un traitement par ablation ou qui a un traitement médicamenteux, ou les deux, quel type de surveillance vous préconisez chez les patients à risque ? Alors, il y a toujours de grandes avancées entre le moment où moi j'ai appris la médecine et le moment où je travaille là actuellement. La médecine, la cardiologie a tellement été modifiée qu'en fait on se doit d'avoir toujours un patient, de continuer le suivi du patient en fait, pour d'abord connaître les nouveaux traitements. Il y a toujours des nouvelles études qui prouvent, qui donnent raison à notre traitement ou qui donnent tort aux anciens traitements. Et donc il y a toujours la possibilité de modifier, savoir comment le patient se sent, si on peut peut-être arrêter certains traitements, proposer des nouvelles technologies. Donc le suivi, il est essentiel, au moins une fois par an, de continuer à venir voir justement, soit par le médecin généraliste et par le cardiologue, en fait, de rester toujours etzba ala dofek. Le doigt sur le pouls. Le doigt sur le pouls. Docteur Epstein, est-ce que vous contrediriez le cardiologue en plateau ? Certainement pas. Plaisanter. Non, je suis tout à fait d'accord, et naturellement, on se bat pour avoir... Bon, déjà, le premier truc pour lequel on se bat, c'est l'observance médicamenteuse. C'est-à-dire faire comprendre aux gens la nécessité de prendre leur traitement. Parce que bon, on a déjà parlé, vous savez qu'il y a un patient sur deux ne prend pas son traitement. Donc, ces anticoagulants, les antiarythmiques, bien entendu, d'aller régulièrement chez le cardiologue, de faire un électrocardiogramme de temps en temps. Et puis, effectivement, il y a des tas d'outils. Même sur les téléphones, sont passés par des Apple Watch. On met son doigt sur la petite lumière et ça prend la fréquence cardiaque. On peut aussi détecter des troubles du rythme. Et ne pas hésiter surtout à venir nous consulter dès qu'il y a le moindre truc qui paraît douteux. Bon, maintenant, les gens qui ont été authentifiés et qui sont traités de manière préventive pour un trouble du rythme, ils sont tous anticoagulés. Par conséquent, on a quand même une certaine forme de sécurité qui est en place en disant, voilà, vous êtes anticoagulé, bon, maintenant, il faut qu'on règle le problème, mais au moins, vous limitez de manière assez importante votre risque de faire une attaque. Donc, anticoagulé, donc juste pour nos téléspectateurs, ça veut dire rendre le sang plus fluide de manière à éviter qu'un caillot soit envoyé au niveau du cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral, un sujet que nous avons d'ailleurs abordé sur Tandem TV, que je vous invite à revoir sur notre site ou notre chaîne YouTube. Docteur au pluriel, Aurore au singulier, à la singulière. Vous étiez mes coups de cœur de cette émission. Je vous remercie pour toutes ces clarifications. Encore une fois, j'espère que vous, téléspectateurs, vous avez énormément appris de cette émission de Doc. Nous, on va se retrouver le mois prochain pour un nouveau sujet. On vous donnera quelques informations sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite, on peut déjà dire, une très bonne année civile à vous et à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.